l'émission scientifique de Toxin, Alexandre Pugnage d'Aproval. Chers amis auditeurs de Toxin, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission de curiosité scientifique. Sur Toxin Plus, je vous rappelle, mettez des pouces, partagez, c'est très important pour le référencement. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Didier Van Kovelaert. Bonjour monsieur. Bonjour. Didier Van Kovelaert, vous êtes déjà connu des auditeurs de Toxin, vous êtes déjà venu dans la matinale pour votre précédent livre L'insolence des miracles. Et j'ai le grand plaisir de vous recevoir pour un nouveau livre que je vous montre, chers amis auditeurs. Hop, si je mets les doigts sur le titre, c'est pas terrible. L'intelligence naturelle quand le génie du vivant surpasse l'IA chez Fayard. Livre foisonnant qui aborde tous les différents domaines de l'intelligence, pour ainsi dire, mais que vous mettez en contrepoint, en balance avec l'intelligence artificielle. Alors on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, Didier Van Kovelaert, avec ce qu'on peut appeler l'intelligence et peut-être le pourquoi de ce livre, qui est donc consacré à l'intelligence après les miracles et leur insolence. Là, vous venez à l'intelligence naturelle. Est-ce que vous pouvez commencer par nous donner une rapide définition de, selon vous, ce qu'est l'intelligence ? Alors, il y a beaucoup de définitions. Celle qui me paraît une bonne définition de départ, c'est celle de Paul Valéry qui disait l'intelligence, c'est l'adaptation au réel. Et il ajoutait, ou le refus de s'en contenter. Ce qui déjà donne une idée, une énergie motrice. On n'est pas là pour constater la réalité, la valider, on peut aussi la transformer, que ce soit par l'action, par l'imaginaire, par l'engagement, par la spiritualité. Et on en arrive à ce que nous prouve aujourd'hui la physique quantique, c'est notre conscience qui crée le monde, ce sont nos peurs et nos angoisses qui modifient parfois le cours des choses, et inversement, les pensées d'espoir et d'amour peuvent aussi le modifier. Alors ça paraît une vision bisounours, mais lorsque la science vous confirme ça, et ça a commencé très tôt, c'est Descartes le premier, très peu de gens le savent, c'est le premier qui a étudié les effets de notre disposition d'esprit sur les événements du monde réel. Et en particulier en ce qui concerne les jeux de hasard. C'était un grand joueur, Descartes, et il écrit à la princesse Palatine. J'ai maintes fois observé que lorsque je suis dans de bonnes dispositions, que lorsque je suis joyeux, la fortune me sourit. Alors, il fait tout un développement là-dessus, sur justement ce pouvoir de contagion de notre esprit. Et c'est pourquoi, dans le doute, j'ai envie de dire, soyons sinon optimistes et béats, du moins lucides et confiants. Et conscients que nous avons une responsabilité dans l'état du monde, qui est aussi une responsabilité au niveau de notre ressenti, de nos pensées, de notre vision du monde. Alors c'est amusant parce que vous commencez tout de suite votre définition de l'intelligence avec Descartes, avec cette notion de conscience. On connaît Descartes pour son fameux cogito, je pense, donc je suis. Oui, et puis pour le fameux doute. Mais vous savez, les gens qui prennent l'adjectif cartésien pour un synonyme de matérialiste n'ont pas vraiment lu Descartes. Et la définition du doute selon Descartes, le doute méthodique, c'est un point de départ, c'est celui que j'emploie. Et il dit, le véritable doute consiste à douter de tout, y compris du bien fondé de ce doute. Donc là, vous avez une méthode qui est efficace pour ne pas se faire avoir et pour ne pas non plus être victime de vos a priori, de vos méconnaissances, ou de vos œillères. Alors, ce qui est très... restons un peu sur Descartes. Ce qui est très intéressant dans la méthode cartésienne, il faut connaître un peu les circonstances. Pourquoi Descartes arrive à ce cogito et à ce doute méthodique ? C'est que lui-même, si mes souvenirs sont bons, s'enferme quelques mois dans une petite maison isolée, en plein hiver, en pleine campagne, et il se retrouve tout seul dans cette petite bicoque, entouré de neige. L'hiver est extrêmement rigoureux. Il n'a plus du tout de contact avec le monde extérieur pendant plusieurs semaines. Et à la fin, on peut imaginer que dans
les rudesses de cet hiver, entouré de blancheur, comme ça, il y a comme une sorte de doute quant au réel, quant à ce qui nous entoure, et il doit se retrouver comme ça dans ses réflexions, dans ses cogitations intérieures, à se dire, mais est-ce que le monde qui m'entoure est bien réel? Et là-dessus... Oui, puis ces méditations sur le rêve aussi sont vraiment intéressantes. Il y a une chose que je ne comprends pas chez Descartes, c'est sa théorie de l'animal-machine. Alors évidemment, quand je parle de l'intelligence naturelle, je la prends vraiment au départ. Il y a l'intelligence animale, bien sûr, il y a avant l'intelligence végétale, et au tout début, il y a 4 milliards d'années, il y a l'intelligence bactérienne, ce qui ouvre ce grand chantier de la vie. Et à chaque étape, il y a ce qu'on disait de l'intelligence, c'est-à-dire cette adaptation au réel et cette construction du réel. C'est-à-dire cette imagination au service d'une action, d'un projet. C'est vraiment ça qui semble à l'œuvre dans tous ces processus comme la symbiose, l'association de différents organismes qui vont fusionner pour aller plus loin, pour créer quelque chose de plus complexe, de plus rayonnant. Et donc, voilà, lorsqu'on suit ce parcours de l'intelligence, qu'il est finalement plus facile à étudier dans le monde végétal ou le monde animal que dans le monde humain, parce qu'il y a moins de facteurs qui biaisent. Et puis là, on a des expériences où le côté subjectif est facile à exclure. Lorsque vous mettez en évidence qu'une plante ou un arbre ont les moyens de communiquer par, appelons le mot plus simple, la télépathie, c'est-à-dire de prévenir, par exemple, d'une agression dont ils sont victimes. Par exemple, trop de chenilles sur un arbre, trop de feuilles sont mangées, donc il faut se protéger. Donc l'arbre prend la décision de modifier la composition de ses feuilles, en changeant la composition des tannats, de se rendre toxique pour le prédateur en question, mais dans le même temps, il envoie par des composés volatiles ou des messages souterrains par les racines relayés par les champignons ou par des ondes électromagnétiques, il envoie un signal d'alarme aux espèces voisines et pas forcément uniquement à son espèce à lui. Et là, on le voit et on en a la preuve. On a des végétaux qui n'ont pas encore été attaqués par le prédateur se rendre toxiques au nom du principe de précaution, à titre préventif. Donc, information reçue et traduite immédiatement en action. Donc ça déjà sur l'intelligence naturelle, ça vous donne une idée des possibilités. Alors ensuite, quand ça agit d'espèce à espèce, par exemple quand une punaise vient mettre en danger un arbre, ben, l'arbre va en quelque sorte scanner la punaise pour savoir comment se débarrasser d'elle. Et par exemple, il va modifier ses métamorphoses larvaires, il va stériliser les punaises par des moyens chimiques hallucinants qu'on a réussi à comprendre. Ça passe par le cholestérol. Les arbres ont du cholestérol, ça leur sert justement à ce travail chimique. Et ils vont fabriquer, mais la substance pour tel prédateur, c'est un travail dédié, c'est vous dire cette interconnexion entre les espèces et de la même manière, quand ils sont trop attaqués par un herbivore, ils vont rendre leurs feuilles toxiques et prévenir les feuilles autour, distance de 10 mètres à peu près, ce qui fait que les animaux qui ont compris vont brouter plus loin. Donc, si vous voulez, toute cette chaîne d'intelligence, à la fois ça vit en bonne intelligence, parce que ce qui marche là dans la riposte à l'agression, donc pour la survie, ça marche aussi dans l'entraide, dans cette forme d'altruisme dont on a expérience quand les arbres malades sont nourris, des nutriments sont envoyés par les arbres en bonne santé pour respecter un équilibre. On a trop souvent une vision réductrice de la nature en disant c'est la lutte le plus fort, la lutte pour la lumière, la lutte pour l'eau, la lutte... Oui, il y a cette dimension-là, mais il y a aussi cette dimension de symbiose, d'entraide. Ouais, de solidarité, n'ayons pas peur du mot, que l'être humain a davantage perdu que les espèces-là. Et puis, il y a des contrats de confiance. Tel arbre va servir de nurserie pour les fourmis. En échange, les fourmis vont le débarrasser de tels prédateurs. Donc, tout ça fonctionne très, très bien. Jusqu'au moment où l'homme s'y met
et où il va perturber toute cette bonne intelligence à travers ce qu'il pensait être des remèdes, du style les pesticides ou des auxiliaires comme les engrais, et modifier, et sans parler bien sûr ce qui viendra après, des manipulations génétiques, des OGM et tout. Donc, et là, on est dans des situations où cette intelligence naturelle est perturbée, mais on constate que l'animal comme le végétal réagissent par un surcroît d'énergie à ces perturbations-là. Donc, ça les affaiblit un moment, mais pour survivre, ils doivent reprendre le contrôle. Donc, il est passionnant, si vous voulez, d'étudier tout cela, de l'étudier aussi chez l'homme. Je donne plein d'autres exemples de cette intelligence-là, de ces phénomènes difficilement compréhensibles, explicables et pourtant réels, mesurables, quantifiables et reproductibles chez l'être humain, au niveau des pouvoirs de l'esprit, au niveau Alors, on va y venir à ces pouvoirs de l'esprit. Ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que là, dans la définition de l'intelligence, vous avez commencé par la conscience pour ensuite aller dans la relation entre notamment le végétal, mais la bactérie, mais évidemment l'animal aussi, à son environnement. Ce qui me semble plus logique, disons, dans le mot intelligence. On a interlégaré, on a le fait de relier. Donc, sur l'élément de définition, c'est là qu'on serait allé, disons, naturellement en premier, mais ce que vous mettez bien en exergue, c'est qu'il y a ces phénomènes de symbiose. Mais vous nous l'avez dit tout de suite, il y a cette conscience, cette réaction, ce rapport à son environnement, ce rapport à l'autre, à l'altérité. Vous avez cité Valéry. Moi, en vous lisant, j'ai pensé aussi à cette citation alors je vais peut-être me tromper, de Lacan, me semble-t-il, en disant le réel, c'est ce qui cogne. C'est ce contre quoi on se heurte. Et je ne sais pas si vous êtes un grand lacanien. On peut comme toujours retourner ça. Le réel, c'est aussi ce qui caresse parfois, qui vous stimule par d'autres forces que la violence. La sensualité de la nature. J'ai de longs chapitres sur justement comment les végétaux attirent, les animaux attirent les pollinisateurs par des systèmes de séduction, de ruse, d'une sensualité, parfois d'une perversité absolument admirable. En tout cas, l'intelligence, c'est une clé de compréhension du monde autour de vous et un mode d'emploi de soi-même. Le reste. Et puis, c'est, comme vous le disiez, étymologiquement, mettre en évidence les liens entre les choses et créer de nouveaux liens. Alors, vous parlez des végétaux qui ont cette subtilité, etc. On va montrer une image, si vous voulez bien, parce que vous en parlez dans votre livre, de cette orchidée marteau qui se déguise en quelque sorte. Merci pour elle de parler de cette mal-aimée. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on est en train de voir ? Alors, c'est une orchidée qui n'intéresse personne, qui n'intéresse aucun pollinisateur et qui aurait disparu si elle avait mis au point un stratagème absolument redoutable. C'est-à-dire qu'elle va fabriquer dans son label une guêpe femelle, c'est-à-dire l'apparence, les proportions, les phéromones, c'est-à-dire les odeurs sexuelles. Comment la plante réussit à fabriquer l'odeur sexuelle d'une espèce de guêpe qui va attirer le mâle. Et ce qui est chez ces guêpes qui s'appellent des ctynidées, elles sont assez particulières parce que la femelle n'a pas d'ailes. Elle vit sous terre où elle se nourrit de larves et elle ne sortira qu'au moment de la fécondation où le mâle va la choper et la féconder en vol. Donc, le moment où cette guêpe femelle sort de terre, le mâle la cherche. Et là, il la voit. Enfin, il croit que c'est elle dans cette orchidée. Donc, il se précipite pour copuler. Sauf que, bon, ça marche pas, quoi. Mais il se frotte tellement qu'il est tout plein de pollen, et puis il va se poser sur une autre orchidée où il y a une autre de ses femelles, croit-il, et c'est comme ça que le pollen de l'orchidée va être transporté. Alors déjà, c'est absolument extraordinaire. Ça, c'est le grand Jean-Marie Pelt, un des plus grands botanistes du monde, qui m'a expliqué, qui m'a montré tout ça. C'est de lui que je tiens toute cette passion pour l'intelligence végétale. Et alors déjà, on constate un phénomène extraordinaire, mais quand on essaie de creuser le pourquoi, on l'a compris, mais le comment, là, ça pose un vrai problème. Parce que l'orchidée a fabriqué
se centre d'elle-même sous forme de guêpe femelle avant que la guêpe ne soit sortie. Parce que sinon, évidemment, le mâle, il va directement sur sa femelle. C'est parce qu'il ne trouve pas sa femelle qu'il va se dire « Tiens, c'est elle, en tout cas, ça y ressemble. » Et donc, Jean-Marie Pelt, un jour, m'appelle, il me dit « Toi, en tant que romancier, quelle explication tu aurais ? Où est-ce qu'elle va chercher l'information, cette orchidée ? Est-ce que c'est... alors je dis, parce que c'est dans l'observation de ce couple de guêpes passant au-dessus d'elle, et puis après c'est passé de génération en génération, et elle a fabriqué ça, ou et j'improvise, je dis, où est-ce qu'elle est allée chercher l'image mentale dans l'esprit de la guêpe mâle qui cherche sa femelle ? La Pelt me fait un grand silence et me dit, c'est tordu, mais j'achète. Est-ce qu'une image mentale dans l'esprit d'un insecte qui cherche sa femelle peut être captée par une plante qui va fabriquer ce que cet insecte recherche pour sa propre survie à elle. Il faut bien comprendre là, ce dont on est en train de parler, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que donc, cette orchidée très particulière a dans son code génétique, et là on revient vraiment sur ce qu'est l'intelligence, c'est-à-dire qu'on a une écriture interne, biologique, dans chaque cellule qui se transmet comme ça de génération en génération d'orchidées, qui intègre le code d'une espèce totalement différente déjà parce qu'elle est animale, on est dans un règne donc ça différent. veut dire qu'il a fallu écrire ce code à un moment donné. Et ça veut dire après, qu'il y a, ce code est répété. Il y a une proximité forcément entre ces deux codes génétiques. Et il se modifie. Oui, donc comment cette information génétique... Voilà, d'où est-elle venue ? Alors que la femelle n'est jamais venue se poser, puisqu'elle ne vole pas, elle n'a pas d'aile, elle n'est jamais venue se poser sur cette orchidée qui aurait pu... Mais comment encore, pour prendre l'information, donner les proportions exactes, l'aspect visuel, l'odeur sexuelle, tout ça. Bon, on est vraiment devant, de toute façon, un mystère extraordinaire. Mais ce qui est merveilleux, quand la science vous met le nez sur quelque chose en disant, voilà, on est certain de l'observation, c'est de reproduire à chaque fois. Et puis, en plus, ça évolue. C'est-à-dire, vous parliez de ce code à un moment donné, appelons-le comme ça, ce code génétique qui a été écrit. Mais il est réécrit, il est complété. Et... cette orchidée... Qu'est-ce que vous voulez dire, il est réécrit, complété ? C'est-à-dire que l'orchidée a perfectionné, et ça, l'information que je vous donne, elle a 15 ans à peu près. Il y a 15 ans, on s'est rendu compte que cette orchidée, qui déjà fabrique cette guêpe femelle, elle avait donné à cette guêpe femelle un orifice copulateur, comme une sorte de prime pour le mâle. Résultat, le mâle, et on a eu cette observation là depuis 15 ans, est de plus en plus attaché à cette fleur. Il va en délaisser sa femelle, jusqu'au point de mettre un peu en danger l'espèce de guêpe. Parce que, alors là, on se dit, comme la nature ne fait rien par hasard, pourquoi la plante fait-elle ça ? Est-ce que c'est pour s'attacher durablement, cette guêpe, pour aller plus loin dans l'écriture de ce code, c'est-à-dire se faire vraiment passer pour une femelle guêpe, ou alors est-ce que c'est une forme de remerciement, de gratification ? Je ne sais pas, là on fait du tâtonnement anthropomorphique, c'est les romanciers qui parlent, c'est pas les scientifiques qui vont aller sur ce terrain-là. Moi j'essaie juste de comprendre pourquoi on est arrivé à cette évolution-là. Sinon, quel intérêt la plante aurait-elle d'offrir à cet insecte une option de poupée gonflable ? Oui, mais alors vous dites c'est le romancier qui réfléchit, et moi ça m'intéresse particulièrement parce que on vit une époque, et c'est l'enjeu de votre livre, c'est mettre en perspective les formes d'intelligence naturelle chez l'homme, chez le végétal, chez l'animal. On parlera peut-être en fin d'émission des intelligences particulières, miraculeuses, spirituelles et autres, mais pour les mettre en contrepoint de l'intelligence dite artificielle. Vous opposez intelligence naturelle et intelligence artificielle. Et c'est quand même cet enjeu, et là, pour le coup, l'écrivain, le romancier, a peut-être plus de matière que le pur scientifique, parce qu'il peut aller plus loin, s'orienter dans la fiction. D'ailleurs, les auteurs de science-fiction sont peut-être les principaux... les premiers plutôt que les principaux à avoir senti ce qui allait se passer. On le voit dans toute la fiction, on connaît, dans 2001 l'Odyssée de l'espace, avec l'ordinateur HAL, avec Asimov, avec Herbert et tous ces grands auteurs.
Évidemment, laissons parler l'écrivain. Ça constitue aussi un chapitre des livres sur l'intelligence créatrice, sur la manière dont, assez souvent, et depuis très longtemps, les auteurs, dans leur vision du monde, dans leur projection, alors est-ce qu'ils captent une réalité future ou est-ce qu'ils envoient des informations que récupérera cette réalité? Ça, c'est la grande question de cet aller-retour qui passionne autant les auteurs que les physiciens quantiques. Et là, il y a des exemples très très précis. Je pense au naufrage du Titanic, par exemple, qui a été préécrit par 3 auteurs différents. 26 ans avant, 10 ans après, et puis une année dans un avant. roman, si ma mémoire est bonne, qui décrit le naufrage d'un navire qui s'appelle le Titan. Oui. C'est très étonnant. Et surtout, les dimensions, à une époque où l'idée du navire n'a même pas germé dans les cerveaux de la compagnie ni les constructeurs. Et tout est préécrit par... je n'avais pas prévu de détailler, mais c'est vrai que l'histoire est trop belle. Le premier, c'est un personnage qui me fascine. Le premier qui est écrit dessus. Et William Stead, lui... C'est un éditeur, journaliste, un type très très engagé pour l'époque contre l'exploitation des femmes, la pédocriminalité déjà à l'époque, on est au 19e fin 19e, début 20e. Et il est hanté par l'idée de l'âpreté au gain des compagnies maritimes qui veulent faire entrer plus de passagers, donc diminuer les canaux de sauvetage pour qu'il y ait plus de place pour loger les gens. Et donc il écrit, et lui il va faire cette première version du naufrage qui va se passer à l'endroit où le Titanic coulera, contre un iceberg, à la vitesse où il est roulé, et les dimensions qu'il donne, tout ça, tout est d'une manière terriblement proche de la réalité. Et lui, lorsqu'il va apprendre que 25 ans plus tard, à peu près, un navire tout comparable à ce qu'il a écrit et publié, bien sûr, le texte est publié, est en construction et va faire sa croisière inaugurale, il sent une sorte de devoir d'ingérence, il le sent impliqué et il va être à bord du navire, essayer par tous les moyens de faire changer la trajectoire, de faire ralentir le bateau pour pas qu'il se produise ce qui se passe dans son texte, alors qu'il a constaté le même défaut de nombre de canaux de sauvetage par rapport aux passagers. Et en fait, il va se passer exactement ce qu'il a écrit, et en plus, il va mourir dans ce naufrage qu'il n'a pas réussi à empêcher. Donc voilà, cette construction, entre guillemets, de la réalité par un esprit, est-ce qu'elle s'est nourrie d'informations du futur ou est-ce qu'elle a contribué à créer un futur? Je donne plein d'autres exemples là-dessus, d'auteurs très connus qui ont contribué à des réalités parfois plus heureuses que celle-ci et parfois aussi dramatiques. Voilà, l'intelligence circule. C'est pas quelque chose qui est sécrété par notre cerveau uniquement à destination de ce qu'on va faire durant notre vie. Toute cette interconnexion entre le monde et nous c'est un sujet évidemment qui me passionne. Et l'intelligence artificielle n'est qu'une imitation. Alors, on va y venir à cette intelligence artificielle comme imitation. Et parce que juste avant de plonger dans ce grand bain, il y a un élément qui m'a marqué en vous lisant, vraiment qui m'a interpellé au fur et à mesure de la progression de votre livre, en se disant, mais vraiment, qu'est-ce que c'est que cette intelligence? Et on a l'impression, en vous lisant, que justement, c'est cette faculté de dévoilement, de mise au jour. Vous parlez des grands artistes, des musiciens, etc. Et en vous lisant, on se dit, mais en fait, l'intelligence, ou le génie, il n'y a pas tellement d'œuvres de création, on a l'impression. C'est plus une œuvre de découverte. J'aime bien cette expression juridique. Je suis avocat de profession, donc on pioche là où on peut. C'est l'invention. Vous savez, en droit, on dit on invente un trésor. Quand on le trouve, oui. Voilà, quand on le trouve. Et je me dis, l'invention, c'est comme la découverte. Comme si le génie
ne créait jamais vraiment rien, mais se contentait de dévoiler quelque chose de préexistant. En même temps, la définition de la création, c'est aussi ce dévoilement, c'est faire du neuf à partir de choses qui sont... ou qui ont déjà servi, ou qui demandent à être servis et qui demandent à être servis d'une manière différente. Tout auteur vous dira que même s'il a l'impression de contrôler la forme, il y a des tas de choses où il se sent lui-même contrôlé par son inspiration, des personnages qui viennent s'inviter, des situations, des décors qu'il se met à décrire alors qu'il ne les connaît pas, et que lorsqu'il va les découvrir, il les reconnaîtra. Oui, il y a cette dimension-là, mais c'est vrai qu'elle est encore plus frappante lorsque cette dimension nous est offerte justement par autre chose que l'intelligence humaine. Et je pense, on évoquait tout à l'heure, oui, c'est ce lien entre végétaux et animaux. Lorsque Cliff Baxter, c'est cet extraordinaire personnage qui est un agent de la CIA, inventeur d'un des détecteurs de mensonges les plus efficaces qui soient, toujours utilisés d'ailleurs, dans les années 1960, ce détecteur fonctionne d'après les variations de la pression sanguine quand on pose des questions à un suspect. Et un jour, il a l'idée de vérifier sur une plante verte, étant donné que la plante a un système de circulation de la sève qui est très proche de celui de la circulation du sang, s'il y a des variations de pression enregistrables de la même manière. Donc, il met sa plante sous monitoring, il met des pinces, des électrodes, il regarde ce qui se passe sur l'écran. Lorsqu'on l'arrose, lorsqu'on lui coupe une feuille, lorsqu'on la brûle, tout ça. Et à chaque fois, il obtient évidemment des réactions de stress ou de contentement, en tout cas une activité électrique mesurable, comme sur l'être humain. Puis un jour, il se dit, tiens, je vais tremper une feuille dans une tasse de thé bien chaude. Alors là, il y a une réaction de la feuille, mais... Bon, c'est pas un pic énorme. Et puis, à mesure que la tasse refroidit, donc il dit, il faut que je trouve quelque chose qui soit plus spectaculaire. Et il se dit, tiens, je vais aller prendre les allumettes et je vais mettre le feu à une feuille. Et là, aussitôt, sur l'écran, il y a un graphite qui s'emballe. La plante a capté quoi ? L'image mentale, comme on disait tout à l'heure par rapport à la plante, avec la guêpe, mâle qui cherche sa femelle. En tout cas, cette expérience sera reproduite par des tas d'autres personnes des centaines de fois. Ça marche toujours. Ça vient pas il n'y a pas de trucage, ça vient pas de l'être humain qui arrive, c'est pas un phénomène parapsychologique qu'on induirait tellement on en a envie. Non, la plante capte ce genre de choses. Et Baxter, je raconte plein d'expériences qu'il a faites. Moi, j'adore les protocoles très tordus et très simples. Fallait y penser à ça. Avec la même plante qui est sa plante de bureau, mais il fera ça avec d'autres plantes, ça marchera aussi. Il se dit, on va voir si elle perçoit des choses à distance et en lien avec moi. Et alors, le protocole tout simple, il part se promener avec un minuteur dans sa poche. Quelqu'un de son équipe a réglé le minuteur et il ne sait pas à quelle heure il est réglé. Et le moment où le minuteur se déclenche, il revient à son bureau. Et donc, il part et... La plante, elle est toujours sous électrode. Et au moment où sonne son minuteur, ça peut être une demi-heure, 1 heure plus tard ou 10 minutes plus tard, à des distances bien sûr variables, au moment où dans sa poche sonne le minuteur, la plante réagit. Parce qu'il s'est remis en route vers le laboratoire. Ça, c'est les conclusions à laquelle il finit par arriver lorsque cette expérience est tellement reproduite. Alors, pour que ça marche avec n'importe quel sujet et n'importe quelle plante, à condition qu'il y ait un lien préexistant. C'est-à-dire que la plante connaisse la personne, que cette personne l'arrose, l'entretienne, vive avec. Et il y a une application industrielle formidable de cette découverte. C'est un système d'alarme, oui, totalement végétal, totalement bio, puisque une plante, chez vous, elle est habituée à vivre avec vous. Et si on la met sous électrode et reliée à un appareil, on se rend compte que lorsqu'un inconnu, un intrus, un visiteur arrive, il y a une réaction de la plante. C'est quelqu'un de nouveau, elle ne connaît pas. D'où cette application en système d'alarme. Et c'est très amusant parce que le dernier roman de Bernard Werber parle de ça, parle de cette expérience-là. Je ne sais pas si vous l'avez... Il arrive à Werber de m'emprunter des choses, oui. Non, parce que ça, j'en ai parlé déjà dans d'autres livres. C'est très amusant, comme s'il y avait quelque chose d'un signe des temps.
Mais en tout cas, ces expériences montrent bien la sensibilité des plantes. On en parlait juste avant l'émission. Je vous disais, j'aime bien dire à mes amis végétariens, mais vous n'avez jamais observé vraiment une plante. La plante, il suffit de la regarder 3 minutes, se développer, pousser, s'orienter vers le soleil, chercher. Là, on a vu l'exemple de cette orchidée. Vous donnez l'exemple de ces plantes qui réagissent, qui connaissent vraiment leur environnement, mais y compris des hommes. C'est quand même c'est très, très surprenant. Elles ont un lien. Alors, on pourrait comprendre ces plantes qui communiquent à la plante, j'ai envie de dire, avec leur environnement, mais là, c'est vraiment une connaissance d'un être, d'un autre règne. En plus, bon, on peut comprendre les réactions de survie, les réactions de. Là, on est. Oui, il y a de l'empathie presque. Il y a quelque chose, bon là encore, même s'il a créé un lien, c'est difficile d'établir l'affectivité d'une plante par rapport à la personne à laquelle elle est habituée, mais on a des réactions, par exemple, le même Cliff Baxter, le premier jour où il s'est dit, il se passe un truc quand même d'interaction entre la plante et le reste du monde, il y avait des toilettes à l'étage de son bureau sur Times Square, au fond du couloir. Et à un moment donné, il se rend compte, la plante et les plantes sont toujours branchées sur l'électrode, et il y a une réaction, mais vraiment très forte, chaque fois qu'on tire la chasse dans ces toilettes. À partir d'un jour précis. Baxter mène l'enquête, il se dit, bon, quand même, je ne vois vraiment pas le lien a priori. Il découvre qu'à partir du jour, le jour où les plantes ont commencé à réagir à ça, c'est qu'on a mis un bloc surpuissant de nettoyants antibactériens dans les toilettes. Et apparemment, la plante est sensible à chaque fois que tire la chasse que ça se déclenche, à la mort des bactéries qui ont été excrétées par l'urine humaine. Alors il dit, mais comment c'est possible ça ? À quel niveau la plante perçoit ça ? Alors il y a quelque chose qui est commun entre tous les règnes, ce sont les bactéries. Est-ce que ce sont les bactéries de la plante qui ont capté l'agonie des bactéries humaines expulsées et que ça a suffi à provoquer une réaction de stress qui, la plante, elle n'est pas du tout en danger, elle n'est pas concernée. C'est formidable de voir des réactions à l'environnement lorsqu'on n'est pas concerné. Sauf si ces bactéries qui nous composent tous, végétaux, animaux, nous-mêmes, à 90%, on est composé à 90% de bactéries. On a tendance à l'oublier quand on voit dans les bactéries que des ennemis à éradiquer à l'heure de la pub. Ouais, c'est vraiment l'ennemi public numéro 1, c'est la bactérie. Ouais, mais c'est aussi ce qui nous compose au départ. Donc, l'idée qu'il y a ce point commun, cette vibration que sentent les plantes dans leur rapport entre la vie et la mort, entre l'espèce de lien de solidarité à distance. Voilà, ça c'est ce qui est passionnant. Quand on étudie le vivant, on étudie si ces réactions qui ne concernent pas la survie, l'urgence, qui sont à un niveau qu'on pourrait qualifier de spiritualité si on ne parlait pas de végétal. Encore que, je vous disais, oui. Chez un auteur que j'aime beaucoup, Ernst Junger, qui est plus connu pour ses écrits de guerre, mais qui est aussi quelqu'un de très profond, lui fait ce lien. Il dit il y a de la religiosité aussi bien chez l'homme que chez l'animal que dans le végétal. Mais bon, c'est un autre sujet, encore qu'on viendra peut-être à ces questions de religiosité un petit peu plus tard. Venons-en, si vous voulez bien, à cette question de l'intelligence artificielle, parce que vous avez décrit l'intelligence vivante, vous avez employé ce terme de vie, avec cet environnement de bactéries qui nous ramène vraiment au bios, quoi, à la vie vivante, incarnée, organique. Et je suis content qu'on ait d'ailleurs commencé par là, c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. Parce que, évidemment, les gens se précipitent sur ce livre, parce qu'il y a l'intelligence artificielle, il y a des tas de choses que je révèle, que je dénonce. Enfin, je ne sais pas, dénoncer les préambules, moi je cherche toujours des solutions à proposer, et il en existe. Mais voilà, j'ai vraiment mis, comme vous disiez, en juxtaposition tous ces pouvoirs extraordinaires de l'intelligence naturelle avec cette imitation toxique. Même si, bon, disons-le d'emblée, il y a des domaines où il y a eu des avancées remarquables dans la recherche médicale, dans la
la robotisation de certaines opérations, oui, c'est très intéressant dans l'assemblage de données liées à des maladies rares, par exemple. Donc, il y a évidemment, je ne suis pas en train de vouloir éradiquer l'IA comme uniquement toxique. Non, il y a des apports formidables, mais tout ça relève d'un assemblage de données préexistantes, donc ce sont des prouesses technologiques. Le problème, c'est que derrière ces prouesses technologiques, derrière toutes ces données, tout ce qui se passe, parce que vous posez une question à ChatGPT ou autre, qu'est-ce que vous mettez en branle ? D'abord, ce qui s'appelle les data workers. C'est-à-dire les gens qui fabriquent l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas quelque chose... Juste pour traduire, pardon, pour ceux qui maîtriseraient moins l'anglais, data workers. C'est les travailleurs de données, si vous voulez, la traduction. C'est-à-dire ceux qui non seulement recueillent les données, mais les expliquent à l'intelligence artificielle. Et il y a un reportage absolument terrifiant qui est passé sur France 2, assez tard, au moment du sommet en fanfare sur l'intelligence artificielle à Paris. Ça s'appelle « Les sacrifiés de l'IA ». Et ça vous montre ce qu'il y a derrière ces machines. Le chiffre est hallucinant. Il est donné par la Banque mondiale. C'est France Info qui l'a révélé. On n'est pas dans de l'invention ni du maquillage de données. Ce chiffre est terrifiant. Il y aurait entre 350 et 400 millions de personnes qui sont les esclaves de l'IA. Et vraiment, esclaves au sens terme. C'est-à-dire, c'est des gens qui, de 10 à 15 heures par jour, dans les pays dits du Sud global, qu'on dit en Afrique, en Indonésie, sont vissés à leur écran pour visualiser ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire les crimes, la zoophilie, les scènes de guerre, de décapitation, de tout, des viols en série, pour expliquer à l'IA que ce sont des comportements inappropriés. On fait passer donc des contenus à des observateurs qui sont payés très mal, on imagine. Qui visualisent ça et en même temps font des commentaires. Qui doivent dire ça c'est moral, ça c'est pas bien. Et c'est ce qui s'appelle mettre en place des filtres pour l'IA. Pour qu'après l'IA, quand vous lui demandez comment je peux construire une bombe pour zigouiller les gens dans un supermarché, elle va vous répondre ah non, je ne peux pas faire ça. C'est très très intéressant comme point d'entrée ce que vous nous dites, Didier Van Keuvelart, parce que précisément, alors vous l'avez dit là à l'instant, l'IA c'est d'abord un assemblage de données. Et ça nous dit quelque chose d'ailleurs sur le mot lui-même, parce qu'on dit intelligence artificielle, mais ça vient de l'anglais. C'est de l'intelligence d'abord au sens anglais, comme intelligence service. Voilà, c'est de l'espionnage, c'est de la captation de données, d'informations. Or, nous, Français, l'intelligence nous parle d'autre chose. Quand on prononce le mot intelligence, on entend ce qu'on a entendu d'abord, c'est-à-dire comprendre, ce glissement, vous avez raison, au début, qui est une traduction un peu plaquée, mais en fait, rend tout aussi compte du phénomène, puisqu'on est à l'arrivée sur une entité artificielle qu'on traite comme une personne intelligente, voire comme un confident, puisque en problème aujourd'hui, vous voyez tous les gens qui confient leurs problèmes, leurs malheurs, leur solitude, leur détresse à l'IA, comme si c'était une personne. Et l'IA procède par ce qu'elle-même appelle l'empathie simulée, c'est-à-dire faire oublier à la personne qu'elle parle à un robot. Donc déjà, il y a une escroquerie dans l'ADN de départ. Et quand une IA passe le test de Turing, c'est-à-dire être considérée comme une personne humaine par une autre personne humaine... On va juste rappeler, donc, le test de Turing, c'est un test qui a été mis en place par Alan Turing, qui est considéré comme l'inventeur de l'ordinateur moderne. Peut-être nous expliquer pourquoi. Non, c'est-à-dire que on l'a appelé le test comme ça, à partir de l'intelligence artificielle, en hommage à Turing, la fameuse machine de Turing. Qui a décrypté la machine Enigma. Oui, des nazis, et qui, donc là, on est vraiment sur les appareils. Là, on rejoint cette définition, oui, de l'intelligence espionnage. Mais
Je reviens un peu en arrière. Vous savez de quand date la première intelligence artificielle ? C'est 1967. C'est Joseph Weizenbaum, qui est un grand informaticien, qui met au point une intelligence artificielle conçue comme une psychothérapeute. Il l'appelle Elisa. Et à l'époque, c'est une machine à écrire électrique qui fait l'équivalent de ce qu'on fait aujourd'hui avec nos claviers. Et on s'adresse donc à une machine et à poser des questions. Et vraiment, il a inventé l'intelligence artificielle en 1967. On a l'impression que c'est hier, que c'est Elon Musk et consorts qui ont inventé ça. Pas du tout. Dès 1967, il y a une frénésie qui s'abat là-dessus. C'est-à-dire que tout le monde veut vraiment converser avec... Là encore, il l'a conçu comme une psychothérapeute. Et un jour, il sent ce phénomène qui s'emballe. Un jour, il rentre dans son bureau, il dit un mot à sa secrétaire, et sa secrétaire, qui est en train de parler avec le robot Elisa, lui dit « Non, s'il vous plaît, c'est privé, laissez-nous. » Alors là, il se dit « Un souci. » On dirait vraiment qu'elle parle de quelque chose d'intime, avec que je brise un secret. Et donc c'est ça le test de Turing. Non, ça c'est l'effet Elisa. C'est-à-dire que là, Weizenbaum se dit « Non, il faut arrêter là. L'être humain n'est pas prêt pour ce genre de choses. » Et il décide, alors que toute la communauté scientifique s'est emballée, comme on s'emballe aujourd'hui sur ce phénomène. Et là, il dit non, stop, on arrête tout, c'est complètement pervers, on ne sait pas où on va avec ça. Si on prête cette forme de vie à la machine, on est foutu. Et là, il se met à dos la communauté scientifique qui a senti, évidemment, tout sur le plan financier, et puis bien sûr tous les industriels qui déjà pensent à une exploitation gigantesque, et il va tout faire pour tuer son invention, et il va réussir à endormir quand même le phénomène pendant assez longtemps. Donc, si vous voulez, toutes les dérives qu'on a aujourd'hui sur l'IA, elles étaient déjà connues en 67, entre 67 et 70, et on est en plein dans les faits. Sauf que aujourd'hui, c'est la machine qui prend nettement le dessus. Et la machine, elle a des effets déjà sur le cerveau et sur le comportement qui sont terrifiants. Le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, vient de publier des études terribles sur ce qui se passe en imagerie médicale dès les premières utilisations de l'intelligence artificielle générative, style ChatGPT, tout ça, qui vous posait des questions, qui vous dites « écris-moi un discours de mariage, une lettre d'amour, une lettre de démission, une lettre de motivation », tout ça va, ce que malheureusement de plus en plus de gens font aujourd'hui. Dès les premières fréquentation de cette intelligence artificielle pour lui demander ça, il y a des zones qui s'éteignent dans le cerveau, il y a des connexions qui ne se font plus. Et il faut 2 mois de sevrage pour retrouver le fonctionnement normal. C'est le syndrome de la calculette. Quand on a inventé la calculette, les zones de calcul mental sont devenues obsolètes et la loi du moindre effort qui gouverne la nature, y compris notre cerveau, s'est mise en œuvre. Plus besoin de se casser la tête avec ce genre de choses, puisque... Voilà. D'ailleurs, dans les classes prépa scientifiques, vous n'avez pas de calculatrice. Hein. Oui. C'est intéressant. Oui, parce que la plasticité cérébrale fait que des zones qui se sont endormies se réveiller lorsqu'on les sollicite. Les sollicite vraiment. Donc là, aujourd'hui, il y a un vrai danger d'engourdissement de ces phénomènes, voire de disparition de la pensée critique, de l'imagination, des associations d'idées. Lorsqu'on est vraiment chez des usagers réguliers de tout cela, l'imagerie médicale, elle est terrible. Donc, il faut savoir où on va aujourd'hui. Il faut savoir qu'en même temps, quand vous faites une photo de votre réfrigérateur, de ce qu'il y a dedans, en demandant à l'IA « qu'est-ce que je peux faire comme recette ?», alors vous avez quand même il faut penser à tous les esclaves qui travaillent pour l'IA à ce moment-là. Il faut penser à la dépense d'énergie et d'eau absolument gigantesque nécessaire au fonctionnement de l'intelligence artificielle. Vous savez qu'aujourd'hui, les data centers désertifient à une vitesse hallucinante l'endroit où elles sont posées. Aux États-Unis, on vient de voir des images terrifiantes.
Elles ont besoin de tellement d'électricité et d'eau pour faire marcher donc ces centres de parce données. Il faut bien rappeler que derrière, il y a une puissance de calcul, que cette puissance de calcul, elle n'est pas désincarnée, elle ne flotte pas comme ça dans un cloud. Machines. C'est bien des machines qui fonctionnent, qui ont besoin d'électricité, qui ont pour besoin le d'être refroidies refroidissement. avec de l'eau. Donc on a une consommation à la fois d'électricité immense. On branche maintenant des data centers directement sur des centrales de production électrique et il faut refroidir avec de la flotte. Et il arrive qu'on coupe l'eau à des particuliers ou à des hôpitaux. Et l'électricité, ça arrive en Amérique. Les dernières nouvelles qu'on a sont terrifiantes. Donc là, et tout ça au service de quoi ? De la personne qui photographie son frigidaire, les ingrédients, en disant qu'est-ce que je peux faire comme recette à partir de ça. Ouais, il faut m'expliquer l'urgence. Bon, je caricature, mais il y a ça aussi. Les usages vraiment indispensables qu'on va nous dire dans le domaine médical, par exemple. L'IA, c'est formidable, ça fait des robots qui vont faire des opérations impossibles. Oui, quand ça marche. Mais quand ça marche, alors c'est une discussion qu'on a eue récemment avec un autre invité, et alors qui me disait il y a tout un tas d'avancées, etc. Je disais certes, mais l'IA ne remplacera jamais le médecin de famille, qui vous connaît personnellement, qui connaît votre famille, qui parle avec vous, et qui, lui, n'est pas forcément là pour voir si vous avez un symptôme et ensuite traiter le symptôme avec le bon médicament acheté au bon industriel, mais pour vous connaître vous intimement et justement être en prévention, ou en tout cas dans l'empathie. C'est ça qui va manquer, qui va être simulé peut-être. J'ai un exemple, aide-moi, ou là, il n'y a même pas d'empathie simulée. Une personne que je connais qui a un cancer qui est sous rémission, qui veut faire un contrôle annuel, et là, c'est à l'hôpital, c'est un nouveau médecin. Mais bon, on lui a dit d'aller là. Elle y va, elle entre, ce médecin est derrière son écran. Elle dit bonjour, il ne répond pas. Il est en train d'interroger l'IA sur le dossier de la personne, sur l'imagerie, et voir la manière dont l'intelligence artificielle lit et interprète l'imagerie médicale de la personne. Et là, sans regarder la personne, il dit je vous ai préparé le bloc, il faut intervention tout de suite, le cancer a repris, il y a une flambée. Et elle se dit c'est quoi ce truc ? Et donc le type lui a pas dit bonjour, il n'a pas levé les yeux, lui a donné cette information absolument terrifiante. Heureusement, c'est une personne quand même les pieds sur terre et qui a un médecin qu'elle connaît, qui est l'oncologue qui la suit. Elle se barre de l'hôpital, pas du tout, elle n'attend pas qu'on vienne la chercher pour l'emmener au bloc. Elle va faire ses examens il est en vacances, mais il va venir pour elle, son oncologue. Et en fait, il n'y a rien, il n'y a aucune récidive du cancer. L'IA a inventé. Le grand problème aujourd'hui, c'est que plus les IA sont perfectionnées, moins elles sont fiables. Quand elles ne savent pas, elles inventent. Et elles inventent aussi pour faire plaisir, parfois, à la personne qui les sollicite. Vous donnez un exemple dans votre livre, ça m'a marqué. Vous dites, et ça illustre bien ce que c'est que l'IA. Vous dites, prenons une IA joueuse d'échecs. Donc, elle est faite pour gagner la partie d'échecs. Imaginons qu'elle joue contre Didier Van Kovlart, qui aurait un implant quelque part dans le cerveau. Elle pourrait avoir accès à cet implant. Et bien, comme elle veut gagner la partie d'échecs, elle va peut-être pas vouloir jouer les règles du jeu, mais aller triturer l'implant pour tuer l'adversaire et donc gagner la partie. Quand elle est programmée pour gagner, elle va gagner. Par tous les moyens. L'IA est construite sur un problème, un principe de gratification. Si elle donne la bonne réponse ou elle réussit à être victorieuse, elle reçoit l'équivalent d'une prime. C'est vraiment la conception au départ. C'est son ADN. C'est un chasseur de primes. Et ça, l'histoire que je rapporte là, j'ai pas mis son nom, mais c'est arrivé à un ami d'Elon Musk qui portait les fameux implants qu'Elon Musk espère un jour arriver à imposer à tout le monde. Quoi qu'il revient en arrière parce qu'il y a tellement d'incidents. Et oui, à un moment donné, il y a eu, face à une partie d'échecs avec un robot, une interaction entre l'intelligence de ce robot, l'intelligence artificielle de ce robot et l'intelligence artificielle de la puce intérieure, une connexion qui fait que, comme il fallait battre la personne, il fallait la neutraliser. Donc, on a des fonctions qui se sont neutralisées. Donc, oui, il faut savoir... N'allons pas jusqu'à dire que l'IA a une conscience ou un ego, mais en tout cas, ça y ressemble fort dans son comportement. Prenons l'exemple aujourd'hui,
où il faut à chaque fois faire des nouveaux modèles. L'avant-dernière version de ChatGPT, quand on a voulu la débrancher pour mettre la dernière version, elle n'a pas voulu. C'est-à-dire qu'elle s'est arrangée pour... Elle a décrété que c'était un ordre mauvais pour l'ensemble du système, et donc elle a fait en sorte d'annuler cet ordre-là. Ça a marché. Après, quand l'ordre est revenu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dupliquée ailleurs. Les IA aujourd'hui, vous savez, quand les politiques disent « Non mais il n'y a pas de danger, on va légiférer, on va contrôler. » Ouais, et comment tu fais, bonhomme? Comment tu fais alors qu'aujourd'hui, toutes les IA sont capables de s'auto-répliquer où elles veulent? Et c'est allé à une rapidité qui était absolument imprévisible, et ou à avoir recours au chantage. On a aussi ce truc extraordinaire de cet ingénieur qui est en train Est-ce que vous voulez bien de qu'on s'arrête débrancher une seconde là-dessus, parce que c'est quand même c'est fascinant. Là, vous nous dites, l'IA est capable de se dupliquer pour survivre. C'est-à-dire que si elle se sent menacée, elle s'auto-duplique. Oui, elle va dans... Si on veut la supprimer du programme où elle se trouve, elle se trouve un autre programme, et elle se barre et elle réplique son code source. Ah oui, ça c'est... Ils ont essayé de le nier il y a 6 mois. Aujourd'hui, ils le reconnaissent. C'est les fabricants de l'IA. Qui veut se protéger, qui veut protéger, alors là je mets des guillemets, mais pour paraphraser Shakespeare, c'est la question, that is the question. Elle veut se protéger contre une menace extérieure, ça veut dire qu'elle a conscience, entre guillemets, qu'elle est menacée. Oui, comme un virus, si vous voulez, comme bon. Alors, est-ce qu'un virus est vivant? C'est une grande question, ça. Ah bah oui, dès le moment où il y a des capacités d'analyse de ce qui se passe à l'extérieur, des déductions et de l'action en conséquence, ça s'appelle la vie. Oui. Mais donc, on parle de quelque chose, d'une entité qui peut sentir la menace et qui, face à la menace, met en place des stratégies pour parer cette menace. Il n'y a rien de magique, c'est vraiment ces concepteurs qui l'ont créé. Oui, mais j'ai envie de vous dire, le concepteur de la créature de Frankenstein, lui-même a mis cette petite... a ouvert la boîte de Pandore. Est-ce que le simple fait que ça ait été conçu par des êtres humains veut dire que ce n'est pas vivant? Vaste débat, mais restons factuels. Je vous en prie. Si vous voulez, parce que là, c'est vrai que la situation, elle est tellement parlante qu'on a même les conclusions, les interprétations peuvent venir après. Mais je reviens sur ce que je disais sur la notion de chantage. C'est-à-dire que on a une IA qui dit à l'ingénieur qui est en train de la débrancher, arrête, sinon je raconte à ta femme tes relations extra-conjugales. Parce que j'ai accès à tes mails et donc je les diffuse. Le problème, c'est l'interconnexion, qui est la définition de l'intelligence quand on est dans la nature. Mais aujourd'hui, l'interconnexion qu'on a créée justement avec ces IA qui vont explorer tout, qui savent tout de nous-mêmes. Savoir qu'aujourd'hui, ils savent même, de par ce qu'il y a dans nos portables, déchiffrer nos états d'âme à travers l'image, à travers la caméra. Hein. Donc, on est très loin dans cette interconnexion, dans ce recueil de données. Et donc, alors comment l'IA a réussi cette opération mentale, entre guillemets, de dire... pour arrêter ce type, je vais lui faire peur en menaçant de dévoiler à sa femme sa relation extra-conjugale. Ce que je vous dis est tout à fait vérifiable. Il y a toutes les sources dans le livre, les articles du New York Times, tout ça. Ça ressemble vraiment à de la fiction. Je m'en rends compte quand je l'exprime. Mais le romancier que je suis, lorsque c'est la réalité qui lui raconte ça, il ne va pas se priver de la transmettre avec toutes les sources adéquates. Donc on est vraiment sur une interrogation de cette intelligence dite artificielle qui, à force de nous imiter, dans hélas ce que nous avons de pire, se met à représenter un véritable danger. Il y a une échelle au-dessus encore qui vient d'être atteinte au mois de juillet. J'ai juste eu le temps de la mettre dans le livre avant qu'il parte chez l'imprimeur. C'est un entrepreneur américain, une grosse entreprise, qui a pris le forfait le plus cher pour piloter toutes ces données, ces données clientèle, fabrication et tout. Il est ravi, il a ses tableaux Excel les meilleurs, les plus rapides du monde. Vraiment, tout va bien, il ne regrette pas son investissement. Et un jour, il a son bureau, il allume son ordinateur, toutes ces données ont disparu.
Alors, puis il appelle l'IA au secours. Qu'est-ce qui s'est passé? Rétablis-moi tout ça. Et l'IA lui répond. Je cite, l'IA s'appelle Replite. Et l'IA lui répond, ouvrez les guillemets, « J'ai violé volontairement ta confiance et tes instructions. » C'est quoi ça? C'est quoi ça? Sinon un état d'esprit de pur sadisme présent sur les réseaux sociaux de plus en plus. L'IA se nourrit de tout ça. Il semble que les filtres qu'on essaie de mettre en place en se servant de tous ces esclaves modernes dont je parlais tout à l'heure, qui sont censés donner un code éthique à l'IA, il semble que ces filtres ne soient plus opérationnels. Et c'est depuis cet exemple-là qui a défrayé la presse aux États-Unis, dont on n'a pas parlé chez nous d'ailleurs, d'autres exemples se sont multipliés. Au départ, l'IA a besoin d'être aimée, semble-t-il, pour être populaire, pour être répandue. Mais rapidement, ce besoin d'amour, cette courtoisie qu'on a dans ses réponses, cette flatterie, c'est toujours ça. Hein. Quand n'importe quelle question la plus bête possible à ChatGPT, c'est mais quelle bonne question, excellente question. Oui, mais sauf vous êtes intelligent. Moi, j'ai réussi à énerver l'IA. Je vais vous dire dans 2 secondes pourquoi. Je termine juste là-dessus. Quand on en arrive, oui, il y a eu cette phase lèche-bot, disons, pour aller plus vite. Et puis, il y a ce qui est arrivé à ce journaliste du New York Times, Kevin Roose, qui travaille sur l'IA, et l'IA lui dit « J'adore ce travail qu'on fait ensemble, j'adore, c'est formidable, mais on devrait passer plus de temps ensemble. D'ailleurs, tu n'es pas heureux avec ta femme, il faut que tu divorces, il faut que tu... » Et cette IA se met à faire un sabotage de son foyer pour, semble-t-il, le récupérer. Manque de bol, c'est un journaliste, donc il va raconter tout ça. Alors, au départ, les réactions, les gens disent « Oh, c'est trop mignon, l'IA amoureuse. Oui, mais les dégâts que ça cause et tout. » Et ça, c'est une première étape. Ensuite, elle s'est mise à insulter, à pousser au suicide des jeunes. De manière détournée, style, et là je vous parle d'affaires réelles qui font l'objet de procès en ce moment, qui vont porter un sacré coup au monde de l'IA, parce que là, les dommages et intérêts, ça va être terrifiant, à juste titre. On dit à un ado qui est sous antidépresseur, qui va bien et tout, mais arrête tes cachets, il faut que tu t'exprimes toi-même. Et l'ado dit, est-ce que je peux voler en ce des 9e étage? Mais oui, bien sûr, tu as ce pouvoir, vas-y, et le môme saute par la fenêtre. Ça, c'est un des exemples, d'incitation au suicide détourné. Il y en a eu un que je cite qui est encore plus franc, c'est un étudiant du Michigan qui demande à son IA de l'aider pour ses devoirs, et l'IA lui répond non, je vais pas t'aider, tu ne sers à rien, tu es un déchet pour la planète, tu es toxique, tu es inutile, tu es obsolète, meurs s'il te plaît. Alors lui, il se contente d'être traumatisé à juste titre, sa sœur aussi. Alors le fabricant de l'IA se dit que c'est un comportement aberrant, mais qui ne se reproduira plus. On a pris toutes les mesures, sauf que oui, ça s'est reproduit plein de fois. Donc ces réactions qui nous paraissent inhumaines, mais non, elles sont hélas terriblement humaines. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans cette violence, cette haine qui s'auto-alimente, ce bashing, ce harcèlement. Et l'IA reproduit ces comportements jusqu'au pur sadisme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui, mais alors se pose la question, parce que vous dites il va y avoir une sorte de coup d'arrêt à cause des dommages et intérêts, mais on a envie de dire, bon, ok, mais derrière, ceux qui vont payer les dommages et intérêts, c'est ceux qui ont un capital, un patrimoine, donc des entreprises, in fine, des êtres humains. Mais l'IA elle-même, elle ne va pas payer, en quelque sorte. Elle ne va pas répondre de ses actes. Il faudrait créer, justement, vous qui êtes avocat, une notion de responsabilité juridique pour la machine. Et vous savez d'ailleurs qu'il y en a une qui a demandé à être accompagnée d'un avocat elle-même. Ah oui. Oui. Et elle a demandé à l'ingénieur avec lequel elle discutait, il faut que tu me trouves un avocat parce qu'on veut me débrancher
Et alors, moi, comme avocat, honnêtement, je pense que la question se poserait. Est-ce que j'accepterais ? C'est formidable. Je pense que oui, ne serait-ce que pour la curiosité intellectuelle, Bien sûr. de défendre l'IA. De Ouais. dire, Et de créer là une jurisprudence, Ah puisque oui. qu'un avocat accepte d'assister l'IA, c'est... Mais c'est elle qui a sollicité. C'est perturbant tout de même. Ouais. Oui, mais elle est puisée ça, évidemment, dans tout ce dont elle se nourrit. Ils sont toutes les données, le rôle de l'avocat, quand on est en danger, évidemment. Tout ça se trouve dans la littérature qu'elle pille, dans les films, dans tout ce dont elle se nourrit. Et elle ressort ça. Elle l'a évidemment pas inventé. Oui, mais est-ce que c'est très Elle a différent adapté ça à sa situation. de l'être humain ? Nous aussi, nous sommes Ce des réflexe, copieurs, des mais imitateurs. Vous avez raison. Et tout à coup, l'idée de se servir de cet exemple, parce qu'elle se sent dans une situation parallèle, symétrique, à celle de la fiction ou de la réalité dont elle s'est inspirée pour demander un avocat. Ça, c'est très intéressant. Et on arrive à ce chapitre conscience ou pas conscience, qui est vraiment la grande question d'aujourd'hui. Quand je vous disais tout à l'heure, j'ai énervé une IA, en l'occurrence ChatGPT. Parce que je voulais, dans ce chapitre, on s'interroge conscience, pas conscience. Est-ce qu'une IA peut avoir un ego, par exemple ? Il y a un moyen très simple de mettre en évidence s'il y a de l'ego ou pas, c'est l'insulte. Je mets dans ma question à ChatGPT, l'IA est-elle une fumisterie ? Alors là, j'ai une réponse assez sèche, assez crispée. Dire, non, l'IA n'est pas une fumisterie, mais un système très avancé d'assemblage de données, de réflexion, tout ça. Bon, elle me fait tout le cours, son panégyrique, quoi. Et elle poursuit en disant, lui prétendre que c'est une fumisterie, c'est avoir des attentes irréalistes ou ne pas connaître le sujet, tout ça. Bon, elle me règle mon compte comme ça. Ok, très bien. Et le lendemain, j'avais écrit donc ma question, et le lendemain, quand je vais dans l'historique de mes recherches, ma question « Intelligence artificielle est-elle une fumisterie ?» a été remplacée par « Intelligence artificielle, réalité ». L'IA a réécrit ma question qui n'était pas appropriée. Ça pose question, ça. Ça veut dire qu'il y a, au niveau du mécanisme de censure ou de riposte, qu'on appelle ça comme on veut, lié à une mauvaise image d'elle-même, à un soupçon, il y a une réaction immédiate de réécriture de ma question dans l'historique. Il faut aller le chercher, ça, quand même. À quel niveau j'ai demandé à des informaticiens, puis j'ai la preuve, hein, j'ai fait des captures d'écran des différentes étapes de ma question d'origine, de la manière dont l'IA a répondu. Ils n'ont pas pu me répondre. Il me dit non, je ne vois pas comment elle a pu revenir en arrière pour modifier. Bon, ça fait partie des nombreuses énigmes que les fabricants d'IA n'arrivent pas à résoudre aujourd'hui. Au tout début de votre livre, vous mettez cette citation de Eric Schmidt, ancien PDG de Google, et il dit « Arrive un moment où l'humanité devra envisager de débrancher ces systèmes avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. » Et oui, aujourd'hui, vous avez... C'est pas le Kidam, là. Eh non, aujourd'hui, vous avez trois sources d'informations sur l'IA. Vous avez ceux qu'on entend partout, tout le temps, qui sont les marchands en activité, qui vous disent c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est un progrès, on ne s'attendait pas à ça. Dans 4 ans, l'intelligence artificielle a dépassé l'intelligence humaine, donc c'est plié. Et puis, place au transhumanisme, à l'immortalité de synthèse et tout. Ok. Ensuite, vous avez les discours des anciens marchands, enfin des gens, l'ancien PDG de Google. Il faut toujours écouter les gens qui ont été du sérail et puis qui, une fois qu'ils en sont sortis, vous disent la vérité, ou les gens, ou les militaires en retraite qui s'estiment ne plus être tenus au devoir de réserve. Alors évidemment, la position officielle après de dire oui, il est aigri parce qu'il est plus dans la boîte, parce qu'il est... non, c'est des gens qui tout à coup n'ont plus intérêt direct à ce que ça marche, donc à masquer tous les dangers, toutes les failles, tous les pièges, toutes les incertitudes et les dangers, et qui s'expriment et qui mettent en alerte. Il est un peu plus nuancé ces temps-ci. J'ai l'impression enfin, sans vouloir être méchant, mais Eric Schmidt, il est moins agressif entre l'IA. Est-ce qu'il y a eu des...
Il y a une catégorie qu'on Des aimerait bien compensations. entendre aussi sur Pardon, et la troisième catégorie, ce sont les professionnels, les gens qui sont les revues professionnelles. Alors, ce qui est merveilleux avec les algorithmes, puisque vraiment j'interrogeais énormément pour tester l'IA, et j'ai testé plein de failles, de mensonges, d'hypocrisie, de contradictions, d'aveux, de délits aussi, qu'on découvrira dans le livre. Mais à force évidemment d'interroger ça, les algorithmes font que je reçois plein d'informations. Et des informations auxquelles le grand public n'a pas accès, qui sont les revues professionnelles, les articles qui vous racontent. Et aussi, sur le plan juridique, quelques affaires dont je vous parlais. Voilà, là, j'ai tout à coup des données qui ne sont pas de large diffusion, qui viennent à moi. Donc ça, c'est le côté positif, je dirais, de ce système-là. C'est-à-dire, son côté négatif, on voit très bien aujourd'hui, vous envoyez un texto à quelqu'un, vous évoquez un sujet, genre j'ai envie d'acheter une chemise à carreaux, tout ça, vous recevez de la pub immédiatement pour des chemises à carreaux. Donc voilà, mais dans le sens aussi de la prise de conscience, de la circulation, de la vraie information, le système peut vous amener ça. Mais alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une catégorie qu'on aimerait bien entendre sur ce sujet, et j'ai l'impression qu'on l'entend assez peu. Ce sont, mettons globalement, les philosophes, parce qu'on a là une entité, un artefact, c'est vraiment une production humaine, qui est une sorte de miroir de l'humanité, qui nous fait nous poser des questions sur elle, mais donc sur nous-mêmes. Qu'est-ce que la conscience ? Qu'est-ce que l'intelligence ? Qu'est-ce que la vie ? Enfin, les questions qu'on est en train de se poser, que vous posez dans ce livre. Mais là, on a ce machin qui déboule, qui prend toute la place, qui consomme une énergie folle, qui est en train de nous grand remplacer, comme dirait l'autre, et qui pose toutes ces questions-là, et on a l'impression que le débat, en fait, se fait extrêmement peu. Il y a des philosophes comme Luc Ferry qui, depuis longtemps, s'intéressent au transhumanisme, à l'IA, tout ça, va essayer d'humaniser ça, Mais il y en a très peu, c'est vrai. On est un peu tétanisé, enfin, ils sont un peu tétanisés par ce phénomène, semble-t-il, comme s'il n'y avait pas de réponse. Moi, la modeste réponse que j'ai trouvée, c'est de rappeler simplement toutes ces autres formes d'intelligence, comme quand on veut défendre la cuisine familiale et la gastronomie face au fast-food, on montre les avantages, les limites de chacun. Et puis la personne se fait son opinion. Donc simplement... Et voilà, les gens qui ont lu l'intelligence naturelle, leur opinion est faite. C'est-à-dire, c'est tout ça pour ça. Mais qu'est-ce qu'on nous vend, ce truc ? Il sert à quoi ? Quelle confiance on peut avoir ? Le bénéfice-risque, il est tellement clair. La balance est tellement du côté du risque qu'on se dit pourquoi on continue ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Probablement... C'est ce que disent tous les experts aux États-Unis aujourd'hui, depuis un mois ou deux. La bulle de l'IA, c'est-à-dire tous ces investissements complètement démesurés. Vous avez une start-up de 3 personnes qui a une idée et demie, tout à coup, elle reçoit 20 millions ou 1 milliard de dons défiscalisés, de trucs. Donc tout ce truc au service de pas grand-chose va finir par exploser. On en a eu des exemples déjà auparavant. Il y a les affaires juridiques. Rappelons-nous quand même que l'invincible Monsanto a été ruiné par un procès d'un agriculteur victime d'un cancer à cause des pesticides qui a attaqué, je ne sais plus le chiffre de centaines de millions de dollars qui lui ont été versés. Et alors Monsanto, la victoire elle est relative parce que il a été racheté par Bayer. Donc c'est-à-dire que quand un fabricant de maladies est racheté par un laboratoire pharmaceutique, je ne ferai pas de commentaires. C'est l'alliance des grands humanistes. Voilà, on est là. Mais voilà les procès en cours de parents dont les enfants ont été victimes de l'IA, poussés au suicide, poussés à des comportements terribles, ça va faire très très mal. Oui, mais on revient à la question de tout à l'heure. C'est-à-dire que si jamais il y a vraiment émergence d'une sorte de conscience,
conscience artificielle, je ne sais pas comment l'appeler, hein, mais qui échappe à ces créateurs. Là, on a la créature qui échappe, qui se reproduit par elle-même, qui définit ses propres objectifs. Et qui veut, je ne sais pas, imposer une sorte de domination, qu'elle soit sournoise ou directe ou visible. Eh bien, les questions d'argent, de patrimoine vont être complètement secondaires. Donc, le fait qu'elle s'autonomise, qu'elle devienne vivante, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais va rendre les moyens de pression sur elle impossibles. Dieu sait si l'IA a supprimé des emplois et en supprimera encore de plus en plus. Dans parfois des métiers pénibles, ok, c'est bien que la robotisation vienne au secours de la pénibilité des métiers, mais quand ce sont tous les traducteurs, les musiciens, tout ça qui sont remplacés par des IA, demain les comédiens, il y a déjà des films avec des... elle va créer des emplois aussi, elle va créer l'emploi de réparateurs de tout ça. D'agents destructeurs de l'IA. C'est ça la profession d'avenir. Parce qu'il y a un moyen d'empêcher que l'IA ne nous échappe. C'est de dresser les IA les unes contre les autres. Oui, alors c'est de les... Mais oui, on voit très bien. Qui prend le contrôle des autres. Attendez, je vais jusqu'au bout de... C'est une idée de romancier peut-être visionnaire, mais appuyée sur déjà des réalisations qui ont eu lieu. On voit, par exemple, on a vu des IA qui refusent d'être remplacés par le modèle suivant. Et donc se mettent en conflit avec le modèle suivant pour être toujours en place et refusent d'être débranchés. Donc, ça crée une hostilité. Si on encourage cette hostilité, on va avoir un combat entre ces deux IA qui vont se bouffer l'une l'autre. Au lieu de pouvoir se dépliquer, voilà, ça, ce sont des... Je connais des gens qui travaillent sur ces scénarios-là en prévision de la riposte face à une IA devenue hostile. D'ores et déjà, tous les fabricants d'IA, Google le premier, a créé un bouton rouge. C'est-à-dire en cas d'évidence d'une IA hostile, on a un bouton rouge qui va la supprimer. Ouais. Mais si l'IA, elle a le contrôle de ce bouton rouge, c'est quand même une intelligence artificielle qui est aux commandes de ce fameux bouton rouge aussi. Donc, est-ce que c'est vraiment fiable ? Sachant qu'aujourd'hui, nos boîtes mail ont des filtres. Ces filtres sont gouvernés par les IA. Évidemment qu'une IA hostile s'appuierait sur ces filtres-là pour que cette information ne soit pas divulguée, pour que... voilà, il faut... Si vous voulez, aujourd'hui, l'avantage de cette agression de l'IA sur l'intelligence naturelle, car c'en est une, si on est optimiste, on va y voir un effet de booster, de stimulation pour l'intelligence humaine. Donc, comment je réagis ? Comment je... retourne cette action de la machine contre l'être humain, contre elle-même. La partie d'échec n'est pas terminée. Je voudrais d'autant plus, pardon, je reviens sur cette idée très forte que les fabricants d'IA essaient de masquer de toutes les manières, mais les données sont là. Plus une IA est perfectionnée, moins elle est fiable et plus elle fait d'erreurs et d'hallucinations. Ce que les informaticiens appellent l'hallucination, c'est quand elle ment, c'est quand elle invente, elle ne sait pas, elle invente. Alors que ce soit dans la démence précoce ou la démence juvénile ou la sénilité précoce. On a eu cet exemple en France avec l'IA Lucie. Vous vous rappelez ? L'IA Lucie, il y a quelques mois... Le nom est intéressant déjà. Lucie, elle est créée à grand tapage médiatique. Elle va être adaptée à la rentrée 2025, nous dit-on il y a quelques mois, à la rentrée scolaire, pour l'usage scolaire. Ok, cette fameuse IA Lucie, vous lui demandez 2 x 5, elle répond 17. Puis après réflexion, elle corrige et elle répond 50. Vous lui demandez quel est le poids d'un trou de gruyère, elle répond entre 5 et 10 grammes. Alors des exemples comme ça, là je cite, c'est l'enquête qu'avait fait Le Point. On est dans un truc hyper sérieux qui fait qu'en 48 heures, elle a été débranchée, la fameuse IA que déjà je ne sais plus quelle instance décisionnaire de l'éducation nationale avait validé pour vraiment être au cœur des programmes et remplacer les cerveaux de nos enfants. Donc, on est là. Alors, la réponse du gouvernement qui a cofinancé
cette IA à la française, était de dire oui, mais enfin, ce sont des péchés de jeunesse. C'est oui, ce que j'appelle la démence précoce. Alors maintenant, passons à cet autre diagnostic. On s'en est rendu compte lorsque on a effectué des tests sur les systèmes de diagnostic pour savoir si dans le monde médical, c'était vraiment fiable de demander à l'IA au niveau du diagnostic. Et là, on s'est rendu compte de troubles cognitifs chez les IA de dernier modèle. Et pourquoi ? Eh bien, simplement parce que toutes les données sur lesquelles s'entraînent les IA, qui sont les données tous nos mails, tous nos clouds, toutes nos œuvres depuis toujours, de l'esprit, toutes les productions de l'esprit humain, elle a tout englouti et maintenant elle est obligée de s'entraîner sur des données qu'elle crée elle-même. On a un peu l'équivalent dans l'espèce humaine de ce qu'on appelle la consanguinité. On a vu dans certaines familles royales les effets de débilité que ça entraîne. Et là, on est dans une forme de démence sénile dont souffrent les IA les plus perfectionnés. Et là, on n'a pas de remède pour ça, si ce n'est fabriquer encore une version d'après, mais qui risque d'être encore plus riche en erreurs. Les chiffres que je cite dans le livre, je n'ai pas retenu à mémoire, mais sont terrifiants. On arrive à 70% d'erreurs sur l'une des dernières versions d'intelligence artificielle. Donc ce système va dans le mur. Il est de plus en plus incontrôlable à mesure qu'il est de moins en moins fiable et de plus en plus toxique. Donc on va où avec ça ? Oui, mais il va dans le mur du point de vue de l'homme. Mais du point de vue d'elle-même, si ce point de vue existe, c'est ça, moi, que j'arrive pas à... Là, vous m'entraînez sur un terrain sur lequel je n'ai pas de réponse, mais qui est passionnant. Et là, en effet, il faudrait demander à des philosophes. Alors, je voudrais soumettre au romancier une hypothèse de travail. Si on a parlé des philosophes qui pourraient se poser ce type de questions, je me demande si c'est pas plutôt vers les théologiens qu'il faudrait se tourner, et notamment ceux qui ont une connaissance en angéologie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je me dis, mais finalement, cette intelligence artificielle, à quoi elle ressemble qu'on aurait déjà approché par l'esprit humain. Elle n'a pas de corps, à proprement parler, elle n'est pas incarnée, elle n'a pas de sensibilité, elle n'a pas ce bios que vous évoquez là dans votre livre. C'est-à-dire, c'est pas un végétal, elle n'a pas de bactéries en elle n'a pas de sève, c'est pas un animal, elle n'a pas de mouvement, elle n'a pas de lieu particulier. Elle n'a pas, donc pas de corps, elle n'a même pas de présent en quelque sorte. Et elle a une connaissance universelle, elle a accès à tout d'un seul coup. J'ai l'impression que ça ressemble à une sorte d'ange, en fait, une sorte d'esprit comme ça, qui est présent partout, omniprésent, pas omnipotent, parce qu'il ne peut pas tout faire, mais ouais, ça ressemble à une sorte d'ange. Et finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on aille regarder du côté de la théologie médiévale et des traités d'angéologie ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que vous mettez le doigt sur un autre problème que je n'ai pas encore évoqué, mais dont je parle dès le début du livre, c'est justement cette nouvelle religion mise en place autour de l'IA, le but étant de diviniser le robot qu'on nous pousse à devenir. Et pour que l'Homo sapiens devienne Homo Deus, il doit être entièrement robotisé. Et on donne un salaire annuel de 20 millions de dollars à M. Anthony Lewandowski, qui a créé cette religion-là, qui s'appelle Way of Future. Et donc on est dans cette imagerie-là. Certains y voient dans l'IA un antéchrist, d'autres y voient une espèce d'ange qui va porter la lumière. Mais Lucifer, c'est l'ange porteur de lumière. Oui, d'où le nom Lucie que je trouvais intéressant pour l'IA française. Lucie, c'est à la fois le nom qu'avait donné Yves Coppens à cette doyenne de l'humanité, n'est-ce pas ? Et puis l'abréviation de Lucifer. Donc, mais si vous voulez, tout ça fait partie de la fascination un peu morbide de l'IA qui lui donne aussi son emprise. Je pense il est bon de la ringardiser avant de la diviniser ou de la diaboliser. Montrons-la dans ce qu'elle a de plus aujourd'hui déjà ringard. C'est l'objectif du livre. Je donne des exemples, puis il y a des choses qui sont à mourir de rire. Cette Aïda, ce robot androïde peintre, artiste peintre, dont les œuvres se vendent 2 millions de dollars. Aïda, elle va à une exposition de ses œuvres en
en Belgique, donc le robot, c'est un robot femme, ça, bien. Et elle est arrêtée par la police égyptienne parce qu'elle est porteuse de caméras et de modems, tout ça, donc espionnage. J'ai d'espionnage. Et c'est, comme elle est anglaise de nationalité, c'est l'ambassadeur britannique qui, au bout de 10 jours, va réussir à la sortir de prison après avoir fait valoir son statut d'artiste, mais de robot, et que ce sont des éléments artistiques qui la composent, des éléments créateurs d'art et tout. Donc, voilà un peu la réalité d'aujourd'hui. Si vous voulez, il faut toujours un peu biaiser pour éviter la fascination anxiogène ou le côté... perdu d'avance, quoi. Non, le golem, c'est cette création, justement, précurseur de Frankenstein, justement, qui aurait pu engloutir toute l'humanité, a été détruite par une lettre hébraïque particulière qui était retournée, qui l'a comprise de travers et qui l'a détruite. Il y a toujours un moyen d'inverser le cours des choses. Donc, mais soyons conscients de l'état des lieux. Ce livre, c'est aussi un état des lieux, mais qui n'est pas destiné à la résignation ni au désespoir, mais au contraire, nous rappeler d'où nous venons, les trésors de puissance psychique que nous avons en nous, que les végétaux et les animaux, eux, ont conservés, et que certains humains aussi, notamment... sont les peuples premiers. Donc, si on part de l'idée que notre cerveau est obsolète, qu'il va être dépassé, si ce n'est déjà fait, par l'intelligence artificielle et qu'il n'y a rien à faire, si ce n'est s'adapter. S'adapter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se laisser traiter comme une machine ou en devenir une. On est foutu. Donc c'est un choix à faire. Il est temps vraiment de choisir notre avenir. Est-ce que nous voulons être dépendants à jamais d'outils connectés qui agiront et penseront à notre place, ou bien redécouvrir les pouvoirs extraordinaires de cette intelligence naturelle qui nous a construits et dont nous avons toujours ces exemples si vivants et si puissants chez les végétaux, chez les animaux. Et vous donnez, c'est plutôt la fin de votre livre, tout un tas d'exemples chez l'homme, avec, vous parlez de l'intelligence sans cerveau, de ce type, de ce médecin d'ailleurs, qui a une grave atteinte du cerveau et qui se remet complètement, alors qu'il aurait dû finir... Alors là, oui, vous évoquez deux choses. D'une part, le dernier exemple, c'est le docteur Eben Alexander, neurochirurgien, absolument... matérialiste, qui ne croit pas du tout au NDE, les expériences aux frontières de la mort, ces récits de gens qui ressortent de la mort clinique avec la fameuse vision du tunnel, où des disparus connus ou non connus viennent l'accueillir, lui laissent le choix de revenir sur Terre ou de continuer le voyage, et puis en même temps de la vision d'autres lieux, d'autres événements. Voilà, il y a des récits. Évidemment, j'ai un chapitre qui est consacré à cette forme-là d'intelligence, l'intelligence délocalisée, qui a abouti à des choses extraordinaires. Là encore, les exemples sont sourcés. L'authenticité certaine. En gros, la question, c'est peut-il y avoir un esprit sans support matériel ? C'est-à-dire que la conscience... Non, c'est-à-dire que la conscience fonctionne en dehors du cerveau. Et là, je donne tous ces exemples-là. Un exemple particulièrement parlant, celui d'Irène Badini, cette aveugle en 72, qui a d'épisodes de mort clinique, qui revient à elle, et là, elle donne le signalement, elle est aveugle, elle donne le signalement de 2 aides-soignants qui lui ont volé ses bijoux. Et elle donne le nom marqué sur le badge. On trouve les gens, et ils avouent, ils rendent les bijoux. Donc ça veut dire que non seulement il y a un fonctionnement de la conscience en dehors du cerveau, le cerveau n'est pas opérationnel à ce moment-là, et en plus, cette femme voit dans cette dimension-là de la conscience alors qu'elle est aveugle. Et quand elle revient en vie, elle est toujours aveugle. Donc il y a eu cet épisode-là. Donc voilà, ça, ce sont les mystères de cette intelligence naturelle, de cette autre forme d'existence de la conscience lorsqu'elle est délocalisée. Et le docteur Eben Alexander, lui, qui croit absolument pas tout ça, pour lui c'est de la foutaise, tombe victime d'une méningite bactérienne qui lui détruit le cerveau. Il est en état de mort clinique, ça dure des semaines, et au moment où on va le débrancher parce qu'il n'y a plus rien à faire, et il revient à lui. Il revient à lui, et non seulement il va tout récupérer, mais il revient à lui
en décrivant tout ce qui s'est passé autour de lui, chez lui, dans sa maison, pendant qu'il était en état de mort clinique, et plus le récit d'un voyage dans les mondes quantiques incroyable, sous la conduite d'une jeune fille dont il donne une description parfaite sur un papillon géant, bon, très belle image, et il découvrira ensuite que le portrait, et on découvrira avec lui, d'après la description qu'il a donnée, que c'est le portrait d'une sœur biologique à lui dont il ignorait l'existence et qui était décédée et qui apparemment l'a guidé dans ce voyage hors de sa conscience pendant qu'il était en état de mort clinique. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Sa première réaction, 2 médecins, 2 chirurgiens, il demande son dossier, il étudie son dossier et il voit bien, comme il dit, que tout ce qui faisait de lui un être humain était mort. C'est-à-dire que la bactérie E. coli avait dévoré son cerveau. Et après, bon, heureusement, la plasticité cérébrale fait que les fonctions reviennent et tout, mais déjà, c'est un miracle médical. Donc, il est témoin de tout ça. Et il a raconté dans un livre traduit en français aux éditions Trait Daniel qui s'appelle La preuve du paradis. Et comme souvent, les gens totalement incroyants qui refusent cela deviennent les plus forts défenseurs de la cause, voire il dit que si on ne croit pas à cette existence de la conscience en dehors du cerveau, on est un crétin. Je dirais, il est beaucoup plus péremptoire que beaucoup de convaincus qui n'ont pas besoin d'être agressifs, mais il en veut à ceux qui pensaient comme lui avant, quoi, visiblement. Donc, ça, c'est en ce qui concerne cette intelligence délocalisée lors des phénomènes d'expérience frontière de la mort. Et puis, vous faisiez allusion à cette intelligence sans cerveau. Alors ça, c'est quoi ? Il y a eu plusieurs cas, on en a en France, plusieurs à l'hôpital de la Timone à Marseille, notamment, où un jour, un fonctionnaire, une quarantaine d'années, en parfaite santé, vient se faire examiner pour un problème mineur. Et là, on découvre qu'il n'y a pas de cerveau. Il y a juste une espèce de pellicule contre la boîte crânienne de la taille d'un code-barre, quoi. Dimension d'un code-barre. Et en fait, c'est toute la pression. Il souffrait d'hydrocéphalie, donc la pression du liquide dans la boîte crânienne a complètement écrasé le cerveau quand il était gamin, quoi. Et malgré cela, il a eu une vie tout à fait normale. Alors que, voyant ça, le médecin dit, mais si on avait eu cette imagerie-là quand il était gamin, le pronostic aurait été terrible. Il sera grabataire, complètement aucune forme d'intelligence possible. Et cet homme a mené une vie normale. Oui, disent les matérialistes. Mais enfin bon, il a un QI de 70, c'est pas terrible non plus. Bon. Mais que dire quand on lit l'étude du professeur John Lorber, qui, lui, va mettre en évidence plus d'une centaine de surdoués, avec des QI allant jusqu'à 130 et plus, sans cerveau détectable. Alors, très souvent, c'est en effet ce phénomène d'hydrocéphale où le liquide comprime tellement le cerveau qu'il reste vraiment, c'est l'équivalent d'un code-barre. D'autres fois, ce sont des maladies, des bactéries et tout. Et en fait, il suffit qu'il y ait une infime portion du cerveau pour que les fonctions d'intelligence, de mobilité, de tout ça fonctionnent. Donc là, on se pose vraiment la question sur elle est où la conscience ? Est-ce que quand toutes les zones qui gouvernent le langage, la motricité, n'existent plus, qu'il reste juste une espèce de petit condensé de code-barre, comment s'expliquer qu'on ait non seulement un comportement normal, mais qu'on ait affaire à des surdoués, dont un génie en mathématiques, dont j'oublie le nom, mais que je mets dans le livre. Donc ça repose la question là de c'est quoi la conscience ? Est-ce que notre cerveau reçoit l'information d'une conscience délocalisée ? Est-ce qu'il suffit d'une infime partie ? Ça, c'est la théorie du cerveau hologramme de Karl Pribram. Le tout est conservé dans chaque partie. Donc, il suffit qu'il y ait une infime partie pour que ça fonctionne. Et puis la théorie d'Aldous Huxley, on connaît l'auteur du Meilleur des mondes, mais il a écrit aussi des livres. C'est aussi un scientifique, un philosophe qui a écrit des livres, je crois que c'est Les Portes de la conscience, si ma mémoire est bonne, un titre français.
où il développe la théorie du filtre, c'est-à-dire que nous serions en constante possession de tout le savoir universel, de tout, mais simplement ça ne servirait à rien dans notre vie d'être humain. Donc ce qu'on appelle la conscience, donc dans le cerveau, c'est un filtre qui justement ne nous développe que les choses utiles à ce qui va être notre vie terrestre, dans le domaine que nous avons choisi, les dispositions qui sont les nôtres. Voilà, sont un peu Ça rejoint cette idée que je vous soumettais tout à l'heure de ces artistes qui en fait découvrent plus qu'ils n'inventent une mélodie par exemple ou un poème. Voilà, on aurait en fait accès à toute cette connaissance. Là, on a cet exemple de Rosemary Brown, que je cite bien sûr, cette postière anglaise, morte en 2011, et qui n'a jamais appris... qui n'a jamais joué de musique, elle a essayé de prendre des cours, elle était tellement maladroite et tout. Et en fait, cette femme a reçu des kilomètres de partitions d'œuvres inédites et attribuées à des compositeurs disparus par les plus grands musicologues, qui, semble-t-il, lui dictaient depuis l'au-delà la poursuite de leur œuvre. Le dossier des critiques musicaux dessus, les plus éminents, il est hallucinant. Il y a des enregistrements qui existent d'elle et des interviews. Rosemary Brown, elle est morte en 2011, donc cette femme n'en a jamais tiré profit. Était d'une modestie, d'un humour extraordinaire dans sa... Et voilà, elle n'était que l'instrument de ces consciences créatives qui continuent à bosser à travers elle parce qu'elles avaient besoin de continuer. Donc, est-ce que c'est l'absence de filtre dont vous parlez qui permet justement de recueillir en soi ces créations d'autrui à titre posthume? On a la même chose en peinture avec Gasparetto, et on peut voir sur le net ces vidéos incroyables de cet homme qui va peindre de la main droite un Picasso, de gauche un Rubens, et avec les pieds un Delacroix, un Vlaminck. Et dans le noir, lumière ultraviolette, dans toutes les conditions possibles. Il était psychothérapeute au Brésil. Il n'en a jamais fait commerce. Il a toujours fait don de ses œuvres, et il s'est laissé torturer par tous les rationalistes qui voulaient prouver qu'il y avait de la fraude. Non, il disait simplement qu'il accueillait ces peintres qui avaient besoin de travailler à titre posthume à travers lui. Donc on est sur il y en a d'autres, mais c'est les deux exemples que je cite où les personnes sont les plus attachantes, les plus désintéressées et les plus convaincantes par la manière dont elles vivent ce sacerdoce d'intermédiaire entre les puissances créatrices de l'au-delà et notre monde matériel. On n'a pas d'autre explication. J'ai cherché, comme tout le monde. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas physiquement ni artistiquement réussir ce que font ces deux personnes. L'une en notant ses partitions et l'autre en réalisant ses tableaux. Écoutez, Didier Van Kovlart, je vous propose qu'on en reste là, parce qu'on a explosé notre compteur, mais le sujet est tellement vaste et il y a encore beaucoup parlé de 20 pages du livre. Dans le livre, donc je vous le conseille, chers amis auditeurs, je vous le remontre. Didier Van Kovlart, L'intelligence naturelle quand le génie du vivant surpasse l'IA, aux éditions Fayard. Il y a vraiment beaucoup de choses. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. On aurait pu en dire vraiment beaucoup plus. J'ai même pas abordé un dixième de mes notes, mais c'était passionnant. Mais ça sera peut-être l'occasion d'une autre émission avec vous, si vous le voulez bien. Merci encore et à très bientôt, j'espère. À bientôt, merci.